Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite balade en forêt. Dans deux forêts précisément, deux forêts voisines, mais très différentes, vous allez voir. La première, la forêt de Gralat, est située à cheval sur les communes des Brousilles et de la Cope-Chanière. La deuxième est à seulement une quinzaine de kilomètres, à Sainte-Florence, c'est la forêt domaniale de l'Herbergement. Alors, pour cette première étape en forêt de Gralat, on a le choix entre trois sentiers. Celui de la lisière, celui du refuge et le sentier cantonal. Nous, on va prendre celui de la lisière. Il fait à peu près 7 km et demi. Il est balisé en jaune. Allez, c'est parti. Alors, ce n'est que le début, mais c'est déjà très très joli. On va prendre une grande allée qui va nous mener vers un magnifique arbre. Vous allez voir, le fameux chêne chevreux. On y va. Alors, dans cette forêt, il y a vraiment une très grande variété d'arbres. Il y a des chênes, bien sûr, mais aussi des bouleaux, des charmes, des châtaigniers, des hêtres, des frênes, des peupliers, des merisiers et des pommiers sauvages. Ça, c'est si on regarde en l'air. Car si vous regardez à vos pieds, vous allez voir des bruyères, des fougères, des digitales, des genêts, du houx, de la fragonnette et même du chèvrefeuille. Ah, voilà le fameux chêne chevreux. Il est magnifique, il est presque millénaire. Chevreux, ça vient du mot chevreuil, car cet arbre remarquable a longtemps été le point de rendez-vous des chasses à courre. Le chêne chevreux était également un lieu de ralliement lors des guerres de Vendée, car on va le voir tout à l'heure, cette forêt tout entière a été un haut lieu de l'histoire. Alors il paraît que le toucher, ou même l'embrasser, ça permet d'entendre battre le cœur de l'histoire de la forêt. Alors bon, ça coûte rien, on va essayer. Alors j'entends effectivement le cri des combattants, mais j'entends aussi tous les chuchotements de tous les amoureux qui sont passés près de cet arbre. Mais chut, je ne dirai rien, ce qui est à Gralat reste à Gralat. Le sentier passe tout le long de la lisière, mais nous on va un tout petit peu tricher puisqu'en fait on va emprunter cette grande allée sablée qui va nous permettre d'aller directement à la Pierre Blanche. C'est l'allée du demi-jour. Elle est appelée ainsi car il y a bien longtemps, on y voyait à peine sous ces chênes denses. Cette belle futaie fut totalement détruite en 1810 pour la construction de la ville Napoléon-Vendée, plus connue aujourd'hui sous le nom de La Roche-sur-Yon. Il y a vraiment des arbres magnifiques ici dans cette partie de forêt. Quand on voit celui-là, là, il y a une magnifique ramure, c'est super beau. Voilà la fameuse pierre blanche, alors une jolie pierre mégalithique qui a peut-être été un lieu de sacrifice il y a très très longtemps. D'ailleurs, il y a un lieu dit pas très loin d'ici qui s'appelle la Druine et ce serait une déformation du mot druide. Alors c'est bien mystique ce matin, cette balade en forêt. Mais on lui prête autre chose à cette pierre, on lui prête des vertus de fertilité. Il paraîtrait que certains couples viennent ici pour la toucher quand ils ont un petit peu de difficulté pour avoir des enfants. Voilà, alors là on est sur une très longue allée en sous-bois, une très belle allée, et qui va nous mener là-bas tout au bout, à la lisière, côté ouest. On entend beaucoup d'oiseaux ici, et c'est normal car c'est très riche. Ce n'est pas rare d'y croiser des chouettes chevêches, des busards, des pies, des bouvreuils, ou encore des bécasses des bois. On croise aussi une belle faune sauvage avec des chevreuils, des sangliers, mais aussi des petites espèces comme des tritons, des couleuvres, des vipères aspics, des salamandres ou des libellules. Voilà, alors là on est vraiment en lisière de forêt puisque juste derrière moi, vous voyez, on retrouve la campagne, la jolie campagne tout autour du village de la Cope-Chanière. En plus d'être magnifique, la forêt de Gralat est un lieu chargé d'histoire. En plein cœur de cette forêt, là où nous arrivons, il y a un lieu particulièrement important que fait revivre une association, ça s'appelle le refuge de Gralat. Car en effet, ici, le 11 janvier 1794, en pleine guerre de Vendée, a lieu la bataille de Gralat entre les Républicains et les Vendéens.
La forêt va alors servir de refuge aux habitants qui fuient les combats et la terreur menés par les colonnes infernales de Turow. D'ailleurs, le 22 février 1794, une centaine de personnes seront massacrées au Brousil, tout près d'ici, par la colonne du général Cordelier. Chaque saison d'été, le village reconstitué de Grala montre les conditions de vie de ces Vendéens et accueille un grand nombre de touristes. Alors, la forêt est véritablement un lieu chargé d'histoire, de grandes mais aussi de petites, puisqu'il y a une vingtaine d'années, 4 Vendéens partis pour chercher des champignons y ont découvert un véritable trésor avec 854 pièces d'argent et de bronze. Bon, ils ont un peu oublié les règles d'usage lorsqu'on découvre un trésor et ont oublié de déclarer leur fouille. Résultat, ils sont passés en justice et se sont vus confisquer la totalité de leur découverte. Et oui, on ne devient pas propriétaire de tout ce que l'on trouve. Bon, avant de quitter cette forêt, je voudrais vous présenter 2 personnes. C'est Christiane et son fils Nicolas Vinet. Ils connaissent bien la forêt et puis surtout ils connaissent bien des petites bêtes bourdonnantes qui vivent dans cette forêt. Je vais vous les présenter tout de suite. Christiane, Nicolas, bonjour. Bonjour. Ça va Nicolas? Ça va? Et toi? Christiane, ça va, impeccable, très bien. Laurent. Bon, à en croire votre tenue, à moins que vous soyez cosmonaute, mais je doute. Vous êtes apiculteur, c'est bien ça? C'est ça. Et vous avez vos ruches ici, dans la forêt? Dans la forêt. D'accord, ok. On peut aller voir, on peut s'approcher, on peut... Bien sûr, mais je Oui. pense qu'il faut vous habiller. Ah ouais? Je vais prendre une Ah ouais, faut se protéger. Oui. Bon, On ne il y a une prend vareuse rien. pour moi? Oui. Bon, ben on va s'équiper, puis on va voir ça ensemble. Très bien. Bon, c'est parti, on s'équipe. Ensuite, Bon, nous voilà près de une des ruches. Une des Voilà. ruches. Vous faites quoi dessus, là? Vous étiez, on va faire quoi quand je suis arrivé? Là, on est en train de regarder la récolte. Enfin, vous voyez, là, ils ont monté du miel dans la hausse. Tout ce qui est operculé, c'est le miel. C'est le miel, là. Ce qu'on Voilà. voit en clair, là, c'est le miel. Voilà. C'est D'accord. operculé. Ça veut dire qu'elles ont mis une couche de cire dessus. Ça veut dire qu'il est bon à récolter. D'accord. Après, il y en a toujours un petit peu en dessous. Mais bon, tant pis, on le prend quand même. Et Donc, cette fumée, là, c'est quoi, là? c'est l'enfumoir. Alors, cette fumée, c'est... En fait, on ne va pas dans voir une ruche sans pas l'enfumoir. C'est et le lève-cadre. C'est vraiment notre... C'est pour les endormir? Non. Non. En fait, c'est comme si on faisait toc-toc dans la ruche. D'accord. On les avertit. Alors, on met toujours en bas, toujours d'abord. D'accord. Donc, elle sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ok. Donc, elle va chercher le miel. Et en plus, l'enfumoir, la fumée, quand l'abeille se sent attaquée, elle émet une phéromone, une odeur. Ouais. Et ben, la fumée cache l'odeur. D'accord, ok. Voilà. On Ah, est, c'est un beau boulot. Et Nicolas, toi, tu faisais quoi alors avant? Moi, j'étais professeur des écoles D'accord. pendant 3 ans. Ok. Donc en classe de CM1, CM2. Donc voilà. D'accord, ok. Donc, gros changement de vie. C'est ça. Maman partant à la retraite, j'ai décidé de reprendre la suite. Ah, c'est une belle idée, c'est bien. Ouais. Alors, on revient à la ruche, parce que là, on en voit pas mal, elles sont là. Dis-moi, Nicolas, dans une ruche comme celle-ci, il y a combien d'abeilles en moyenne? Donc environ, oui, il y en a 40 000. 40 000, Ouais. d'accord. Ah Ça, oui, on oui. dit qu'il y en a plus en hiver, il y en a plus en été qu'en hiver. Et alors, j'imagine que là, la ruche, elle est ici, mais j'imagine que le lieu d'implantation de la ruche joue sur la qualité et sur le style du miel, c'est ça? C'est ça. En fait, ça va dépendre de l'endroit, des fleurs qu'il y a aux alentours et du moment aussi, parce que les fleurs vont pas fleurir tout en même temps. D'accord. Ça veut dire que vous voulez changer d'endroit et où vous en avez On en a sur plusieurs endroits, oui. On a D'accord. environ 23 ruchers 23 ruchers. en Vendée. Et puis sur des endroits différents où on va récolter le colza au début. Ensuite, il y a le miel de fleurs avec châtaignier, acacia, tilleul, Ok, donc ça fera des variétés Voilà, c'est ça. de miel différents. tournesol. Aussi, on est dans le bocage, donc on a un peu plus de chance. Il y a D'accord. plus de variétés que dans le sud Vendée, où on va D'accord. avoir plus colza, tournesol. Donc je comprends effectivement que vous ne soyez pas tous les jours sur celle-là, puisqu'il faut faire le tour de C'est de ça. tous les ruchers. Et alors, on dit qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Alors, ça c'est un fait, c'est sûr, même, et c'est certain. Vous le ressentez, vous? Oui. Bah oui, par exemple, ici, on avait 4 ruches. Ouais. Et cet hiver, il y en a 2 qui sont partis. Mais en moyenne, on parle de 30% de pertes pendant une année. Oui. Environ. Moins d'abeilles et puis peut-être moins de fleurs aussi peut-être autour, moins de fleurs, moins de... C'est ça. Alors, il y a plusieurs causes. Alors, avant, on dit, alors les anciens apiculteurs Ouais. disaient qu'avec une ruche, ils pouvaient faire 80-100 kg de miel. Aujourd'hui, on peut en faire 25. La moyenne, c'est ça, c'est 25. Ouais, c'est fou. Et puis, effectivement, il y a le varroa qui est arrivé il y a une quarantaine d'années
qui est un parasite qui va tuer les abeilles. Il y a aussi les pesticides, Ouais. il y a les frelons asiatiques qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Et puis effectivement, il y a un manque de biodiversité aussi depuis quelques années. Et puis à l'homme, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'il faut les laisser tranquilles, ces petites bêtes-là, quand elles sont en train de produire leur miel. Et quel conseil, parce que finalement on est tout près d'un sentier de randonnée ici, quel conseil on pourrait donner aux randonneurs si ici ou ailleurs ils tombent sur des ruches? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire? Voilà. Ben, il ne faut pas s'approcher, Ouais, il faut rester à distance, donc en général on met des panneaux. voilà. Et donc il faut rester à distance et surtout si on est dessus, si on voit les apiculteurs, c'est surtout là qu'il ne faut pas s'approcher. Parce que D'accord. finalement, quand elles sont tranquilles, il n'y a pas de souci, mais quand on voit des apiculteurs qui récoltent, qui font autre chose, c'est là où elles peuvent être le plus agressifs. Bien, la leçon est retenue, j'espère. En tout cas, on va la porter haut et fort. Merci beaucoup, merci Christiane, merci Nicolas. Moi, je vais vous quitter. Alors, je vais changer de forêt puisque je vais aller dans la forêt de Sainte-Florence et puis je vais aller rencontrer un autre expert pour continuer notre petite balade à travers les forêts. Merci. Merci à vous. Merci à vous aussi. Nous voici donc dans la forêt domaniale de l'Herbergement. Le sentier d'un peu plus de 5 km démarre route de Chauchet sur le parking de la forêt. La forêt est vaste, elle fait près de 350 hectares et elle est composée de chênes, de pins et de châtaigniers. Le général Charette y a remporté une importante bataille le 8 septembre 1793, une victoire qui lui a valu la reconnaissance de toutes les forces royales du Poitou. Bon, c'est très simple, le sentier est entièrement balisé en jaune. Il n'y a plus qu'à se laisser guider, c'est parti. J'adore cette forêt, j'ai l'impression que l'on va croiser le peintre Chessac. Il avait l'habitude de s'y promener à pied ou en vélo dans les années 50, d'y chercher l'inspiration et d'y cueillir des champignons. Mais là, ce n'est pas Chessac que nous allons rencontrer, mais un tout autre expert, puisque nous avons rendez-vous avec Vincent Boissonneau de l'Office national des forêts. Tiens, eh bien le voilà justement. Vincent, bonjour. Ah, bonjour Laurent. Tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Bon, bel endroit ici. Hein? Ah oui, c'est magnifique. Bon, on arrive nous de la forêt de Gralat. Oui, Là on est en forêt de Sainte-Florence. Tu les connais bien ces forêts? toutes les deux, puisque je les ai gérées pendant quelques années. Quelques années en tant que technicien de l'ONF, c'est bien Ils sont ça? forestiers à l'ONF, oui. Ouais, Bon, tout à fait. parle-moi un petit peu de ces deux forêts. Quelles sont leurs différences? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux belles forêts? Eh bien, déjà, elles ont en commun qu'elles font toutes les deux partie de la forêt du Bocage vendéen. Oui, Voilà, tout à fait. qui, Ouais. qui est composée de 4 entités. Et la plus grande, c'est la forêt de Gralat, Ouais. qui fait 350 hectares. Ouais. Et la forêt de l'Herbergement qui vient juste après, avec ses 250 hectares. Voilà, les deux forêts ont été acquises entre les années 55 et 70. D'une manière générale, la forêt du Bocage est composée majoritairement de résineux. Le pin maritime arrivant en tête, suivi du Douglas, du pin laricio et du pin sylvestre. D'accord, mais on a aussi, j'ai vu, c'est un hêtre. Ah oui, c'est bien ça. Alors, c'est une exception dans la forêt. C'est une dans la exception, forêt du voilà, Bocage. tout à fait. Il y en a quelques-uns, je crois qu'ils doivent se compter sur les doigts des deux mains Voilà. dans les forêts du Bocage. Et lui, il a la particularité quand même d'être assez sympathique, puisque il y a des grosses cavités, on voit qu'il y a des branches. Il est vivant, hein. Il vit. Il est vivant, oui, il est bien vivant, peut-être pas pour des années et des Voilà. années, puisque c'est un arbre qui est à l'extrême limite de son aire de répartition Ouais, c'est ça. Ouais. chez nous. Et voilà, donc... Il y a un très beau chêne aussi là-bas qu'on voit, je vois. Oui, Très beau chêne. Ah oui, Et magnifique. puis alors, je vois, il y a des châtaigniers. Il n'y en a pas à Gralat. J'en ai pas vu beaucoup à Gralat. Non, Non. Là, il y a non. des châtaigniers. En fait, il reste des châtaigniers qui ont beaucoup de difficultés à survivre à l'heure Ah oui. actuelle. Ah oui. Le réchauffement climatique, les maladies, on voit les châtaigniers qui périssent sur pied, D'accord. qui sèchent, et malheureusement il n'y a rien à y faire, même si on les Ah oui. recèpe, ça D'accord. repoussera, mais ça mourra très vite. C'est l'encre du châtaignier qui est un champignon D'accord, ok. qui participe à son déclin. D'accord.
Et au niveau de la faune, c'est similaire entre, Oui, entre pareil. les deux forêts. Qu'est-ce Alors, qu'on peut croiser dans cette forêt comme animaux? Alors, comme mammifères, on va avoir du chevreuil, D'accord. on va avoir des renards, du blaireau, des lafouines, du putois. Le rôle d'un technicien de l'ONF, ça consiste en quoi? Eh bien, mon rôle, hein, en fait, c'est les missions de l'ONF, quoi. La gestion multifonctionnelle des forêts, l'accueil du public, la production de bois et le maintien des habitats et de la biodiversité. En forêt. D'accord. Ok. Voilà, donc, comme tu peux le voir ici, l'objectif principal ici, c'est pas la production de bois sur la forêt. D'accord. C'est un objectif quand même, mais c'est pas un objectif fort. Pourquoi c'est pas un objectif fort? C'est parce que en fait, on a des forêts qui poussent peu ici. D'accord. Elles poussent pas vite. Ok. L'accroissement des arbres est faible, donc ce qui fait que on peut pas donner un objectif de production fort pour une forêt comme celle-ci. Par contre, il y a toujours quand même le besoin de produire du bois dans toute la forêt. La régénération des parcelles, puisque les arbres arrivent à un moment à un âge où il faut renouveler le peuplement. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas s'alarmer si on voit des parties comme ça qui Non, sont non. complètement Non, non. contraires. Ça participe à la biodiversité et Voilà. ça fait partie du travail de l'ONF Voilà, tout à fait. de s'en charger. On est tenu d'assurer la pérennité des peuplements, le renouvellement des peuplements. Ça passe des fois par une coupe définitive, voilà, qui nous permet de mettre tout le peuplement, parce qu'ici on va transformer le peuplement. On passe de sapin à chêne, ce qui est bien pour une fois. Et donc, on a beaucoup de randonneurs ici dans cette forêt. L'accueil du public, ça fait partie du rôle de l'ONF. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à un randonneur qui vient dans une forêt comme celle de l'hébergement? Moi je dis aux randonneurs, vous êtes plein à venir en forêt, à faire du vélo, du cheval, de la marche à pied, enfin, que tout le monde se respecte et soit conscient que la forêt, c'est un milieu naturel qu'il faut respecter et la tenir propre. Et tous les ans, la communauté de communes nous aide pour l'entretien de ces circuits. Par les fauchages, par la mise en place de passerelles, comme ici, sur le sentier, pour traverser des milieux humides et qui peuvent être un peu difficiles à passer pendant la période hivernale. Et on les remercie de participer à cet effort sur nos massifs. D'accord, oui, puisqu'on le voit, on a déjà traversé quelques passerelles, mais on le voit, tout est... on entend... Là, on entend un pic noir. C'est le plus gros des pics qui occupent nos forêts. D'accord. Et il est présent ici. Alors lui, il adore ces arbres-là, les hêtres, pour faire ses cavités. Il fait un gros trou ovale. Voilà. Lui, c'est pareil, il a fini sa reproduction. Alors, il est certainement nicheur dans la forêt, ou je sais pas. Voilà. Ça, c'est très intéressant comme observation C'est auditive pendant qu'on discute. Tu sais pas ce qu'on va faire, on va pas le déranger longtemps. Puis de toute façon, nous, ça tombe bien parce qu'on a encore un grand circuit à faire. Donc on va le laisser, on va repartir d'ici et puis on va continuer le chemin. Puis on va aller découvrir ces passerelles et puis tous ces beaux chemins qui nous attendent. Merci. Surtout que les conditions sont bonnes. Voilà. Merci Laurent. Merci beaucoup, puis à très bientôt. À très bientôt. Allez, au revoir. But you talk like you should fly. And all you've done won't change who they've been. And all they've done won't change who you are. I've seen you paint at night, I've seen your garden green. Your toothbrush in your bathroom sink. Alors cette forêt est vraiment jolie parce qu'elle change de visage au fur et à mesure de la balade. On a l'impression de changer de forêt, on a même l'impression de changer de région parfois. I think you're just right. And your great house has got 5 rooms. Eh bien voici, la boucle est bouclée, nous voici revenus à notre point de départ.
Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai adoré ces 2 balades en forêt. Ça ne me donne qu'une envie, celle de repartir très vite pour un nouveau sentier du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts et de nouvelles rencontres. Alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de À mi-chemin. Bye bye. You should have been mine. Well, did your daddy cry out? Did he tell you no, I don't love you, no, I don't need you no more? Did your family cry out? Did they say no? No, don't come home. Do your dogs and your friends take the place of your father? Did you need me at all? Did you need